Zaïre, un véritable massacre a eu lieu au Shabbat ces jours derniers. Dans ce journal, les premières images en provenance de Kolwezi, des images difficilement soutenables. Et puis, les premiers témoignages des rapatriés. Les autres titres, au Tchad, 3 coopérants militaires français ont été tués. Un nouveau président pour les radicaux de gauche, Michel Crépeau. Raymond Barre au congrès du PR, il lance un avertissement aux chefs d'entreprise. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ils sont arrivés 2 jours trop tard. Ils, ce sont les paras français du 2e régiment étranger de parachutistes. Et ceux qui prononcent cette phrase comme une litanie sans cesse recommencée, ce sont les premiers réfugiés du Zaïre qui sont arrivés ce midi et tout au long de cet après-midi à Bruxelles. Depuis 13 heures, depuis notre dernier journal donc, la noria des avions spéciaux venant du Zaïre n'a pas cessé sur l'aéroport de la capitale belge. Et cette nuit, à Roissy en France, un DC-10 JTA ramènera dans notre pays plus de 150 de nos concitoyens qui habitaient Kolwezi jusqu'à hier. Depuis le début de l'après-midi, des scènes extrêmement pénibles se déroulent sur l'aéroport de Bruxelles. Des scènes de retrouvailles pour certains, d'incertitude hélas pour d'autres. Incertitude aggravée encore par les récits des arrivants qui ne parlent que de violence, de pillage, de bastonnade, d'exécution sommaire ou de viol. Des visages qui reflètent encore l'horreur de ces 8 derniers jours à Kolwezi. Regardez-les, écoutez-les. Est-ce que vous avez l'impression que l'annonce de l'intervention des Occidentaux ont énervé les rebelles? Non, je ne pense pas. Ils étaient bien décidés à... Oui, ils étaient bien décidés. Après, on ne savait plus sortir de chez nous et toutes les maisons étaient mitraillées. Vous étiez au courant des massacres? Oui, vous saviez qu'il se passait des choses atroces? Par la radio, on savait. C'est par la radio qu'on a eu toutes des nouvelles, sinon on ne savait pas sortir de chez nous. Les rebelles ont emmené les hommes? Ah oui, ils ont emmené les hommes. Je pense que c'est vraiment ces hommes? On est parti avec eux, on ne voulait pas les quitter. Et comment on est allé à l'état-major. Et arrivé à l'état-major, on nous a laissé là dans les voitures, les camionnettes, et il y avait les... Comment on appelle ça, les avions là, qui mitraillaient. Et on a eu de la chance de sortir. Il n'y a pas eu un mort dans votre groupe? Non, enfin, tous ceux qui étaient avec nous au début du... de quarantaine de personnes, il y en a beaucoup qui se sont sauvés. Alors là, on ne les retrouve plus, ils ont été tués. Et alors après au P2, sinon ça a été la catastrophe. Le P2 c'est quoi? C'est-à-dire où on était, le nouveau quartier. C'est lui que vous aviez quitté à temps. Et là vous avez eu des échos de ce qui s'est passé? Oh là, il y a eu une tuerie, c'est incroyable. Quand la tuerie? C'était le jeudi après-midi ou le mercredi avant l'arrivée après-midi. des paras ou après? Avant, bien avant. Ils auraient dû venir avant, beaucoup avant. Il n'y aurait pas eu cette affaire-là. Si les paras s'en vont, ça va recommencer. C'est une histoire qui va revenir perpétuellement. Vous avez été témoin d'exactions? Écoutez, non, ça, je vais vous mentir si je dis que j'ai été témoin. Mais devant ma maison, il y a 3 tués, 3 cadavres en décomposition depuis samedi. Les Européens? Non, on m'avait dit des Européens. Hier matin, quand je suis sorti, j'ai regardé, ils étaient méconnaissables. Ils étaient... Depuis l'intervention des parachutistes français? Trop tard. Trop tard. Ils auraient dû venir déjà avant. Et alors, le grand malheur, c'est qu'ils ont annoncé ça à corps et à cri à la radio et tout le monde était prévenu. Et vous pensez que ça a pu... Si, parce que je ne vais pas vous le cacher. Jusque mercredi, les forces armées zaïroises tenaient devant ma maison. Il y a un immeuble en construction. Alors, ils étaient cantonnés là. Jusque mercredi, à 3 heures, ils ont tenu le coup. Ils étaient carrément canardés par les rebelles. Oui, il y avait déjà des morts. Il y avait déjà des morts les premiers jours. Écoutez, c'était la chasse aux Français. Pourquoi? Les premiers jours, du fait de leur intervention l'année passée, je suppose. Ils allaient dans les maisons, ils demandaient aux gens, vous êtes Français ou... Ils cherchaient les Français. Et il est tué? Il est tué. Des témoignages, mais aussi des images maintenant. Pour la première fois depuis l'arrivée des paras français et des paras belges à Kolwezi, des journalistes ont pu se rendre sur place. Quelques heures après les combattants, ils ont retrouvé une ville morte, figée, traversée seulement de camions transportant des réfugiés et surveillée, quadrillée de carrefour en carrefour par des bérets verts ou des bérets rouges. Des images qui rappellent celles que nous avions pu voir il y a 14 ans lorsque Stanleyville avait été livré au pillage et à la violence. Nous sommes à Kolwezi, le samedi 20 mai. Cela se passait donc hier. Cette colonne de véhicules qui monte vers le front, ce sont les paras belges qui, atterrissant à l'aéroport de Kolwezi, vont faire la jonction avec les paras français du 2e REP qui se battent déjà depuis près de 24 heures avec les forces rebelles. Ce n'est qu'au moment où les forces belges et françaises ont pratiquement rétabli l'ordre dans la ville de Kolwezi que le chef de l'État du Zaïre, le général Mobutu, a fait une tournée d'inspection entourée de quelques-unes de ses unités.
des unités qui remarquent que les Européens de Kolwezi ont décroché quand même rapidement à l'arrivée des forces rebelles. Les soldats du général Mobutu se sont-ils beaucoup battus dans Kolwezi avant l'arrivée des Français et des Belges. Ces Français et ces Belges ont découvert d'horribles charniers, incroyables, impensables, le résultat d'une cruauté gratuite qui n'a épargné ni les femmes ni les enfants. Des images que l'on ne peut s'empêcher de montrer, même si ce sont des scènes d'horreur insoutenables. Le général Mobutu aurait demandé officiellement au gouvernement français que les parachutistes de la Légion restent un peu plus longtemps au Chaba. Mais cette information est sous toute réserve. Elle n'a nullement été confirmée par le gouvernement français. D'après les premiers récits des réfugiés, aux soldats rebelles du Front de libération du Congo, qui très vite se sont mis à piller et assassiner, se sont joints les voyous de Kolwezi, qui eux aussi se sont livrés à de nombreuses exactions. Pour les parachutistes français, la bataille de Kolwezi n'est pas terminée. Ils ont en effet investi ce soir la cité de Malinka, au sud-est de la ville, où plusieurs compagnies adverses se sont retranchées. Des forces rebelles sont également signalées dans un rayon de 5 à 10 kilomètres. Pendant ce temps, sur le petit aéroport de Kolwezi, c'est toujours le ronronnement des Transals qui continuent à évacuer la population blanche de Kolwezi sur Kinshasa, d'où ils pourront ensuite rejoindre l'Europe. Et puis au-delà des témoignages, au-delà de ces images, il y a aussi l'aspect politique de l'affaire du Chaba. Et d'abord, Gérard Sebag nous le rappelait à l'instant, une déclaration du chef de l'État zaïrois, le président Mobutu. Hier soir, au cours donc d'une conférence de presse, le chef de l'État du Zaïre a nettement fait savoir qu'il souhaitait le maintien dans son pays pendant quelques temps, sans préciser donc la durée, le maintien dans son pays des troupes françaises. Et puis M. Mobutu a une nouvelle fois attaqué Cuba. Il souhaite que les Nations Unies et aussi l'OUA prennent position contre ce que font les Russes et les Cubains en Afrique pour déstabiliser certains pays qui n'épousent pas leur idéologie. Une déclaration du président zaïrois qui a été condamnée ce matin par le gouvernement de La Havane. Déclaration aussi du ministre belge des Affaires étrangères. La France et la Belgique, a-t-il déclaré, ont poursuivi dans cette affaire des buts différents. Pour M. Simonet, la France voulait rétablir l'ordre. Le premier devoir de la Belgique, a-t-il poursuivi, était de veiller à la sécurité des citoyens de la ville. Toutefois, a précisé le ministre belge des Affaires étrangères, sur le déroulement de l'intervention, il est inexact de parler de divergence entre Paris et Bruxelles. Et puis un autre avion spécial s'est posé aujourd'hui sur l'aéroport d'Orly. Cela se passait cet après-midi, un atterrissage discret, très discret. Cet avion venait du Tchad. Les ambulances qui attendaient au pied de la passerelle prouvaient qu'il transportait des blessés. Au Tchad, la situation s'est brutalement aggravée ces derniers jours. La garnison d'Ati, dans le centre du pays, a été attaquée dans la nuit de vendredi à samedi par près d'1 millier d'hommes. 3 Français ont été tués, 3 militaires, d'autres ont été blessés. Ce sont eux qui étaient rapatriés cet après-midi en France par avion spécial. 16h30 cet après-midi à l'aéroport d'Orly, plusieurs ambulances se pressent autour d'un avion militaire qui revient du Tchad. À bord, il y a 8 soldats français blessés au Tchad, jeudi, lors de l'attaque de la garnison d'Ati par les rebelles du Frolinat. Attaque au cours de laquelle 2 coopérants français ont été tués et un 3e grièvement blessé. Le président tchadien Maloum, qui évoquait ces événements aujourd'hui, a déclaré que la situation restait préoccupante, bien que l'attaque ait été repoussée. C'est la Libye, a-t-il dit, et le président Kadhafi qui détiennent la clé du problème. Tant que nous n'aurons pas abouti à des négociations franches pour la réconciliation nationale, le danger demeurera, a souligné le chef de l'État tchadien. Les blessés français ont été conduits à l'hôpital militaire Bégin. Voilà pour l'actualité africaine de cette journée de dimanche, et nous reviendrons d'ailleurs dans quelques minutes sur une autre actualité africaine qui lui est directement liée. Un sommet franco-africain va se tenir à Paris à partir de demain. Dans quelques minutes, donc avec Bernard Benyamin, nous verrons quel est l'enjeu de ce sommet. Mais auparavant, la politique strictement intérieure française. Depuis 16h cet après-midi, le mouvement des radicaux de gauche a un nouveau président. Après 6 ans de mandat, M. Robert Fabre rentre dans le rang et c'est M. Michel Crépeau, le député maire de La Rochelle, qui lui succède. Le vote a été lent, le dépouillement encore plus long, mais le score ne permet aucune contestation, vous allez pouvoir le constater. Michel Crépeau a obtenu 772 voix. Jacques Maroselli
a obtenu 499 voix et Jacques Lévy, 98 voix. Je proclame donc élu Michel Crépeau. Victoire donc de Monsieur Michel Crépeau. Michel Crépeau qui est en direct ce soir avec nous. Monsieur le Président, c'est bien comme cela qu'il faut vous appeler maintenant. Vous avez finalement largement triomphé aujourd'hui. Avez-vous été surpris par l'ampleur de ce succès? Bien non, écoutez, quand je me bats, c'est pour gagner, mais je suis très fier de la très large confiance qui m'a été faite par les radicaux de gauche, car je crois que cela renforce mon autorité au départ et peut favoriser les projets que j'ai pour notre parti. Est-ce que vous ne craignez pas que les affrontements d'aujourd'hui laissent des cicatrices? Vous avez parlé d'une grande lessive dans la maison, est-ce que vous ne craignez pas une scission? Non, mais ça, nous éviterons une scission. Je pense que c'est tout à fait indispensable, car notre parti n'aurait pas de raison d'être s'il y avait une nouvelle scission. Je crois qu'un nouveau président doit conforter l'unité du parti, l'union du parti, mais je souhaitais un choix politique clair, et bien ce choix, nous l'avons, et c'est à partir de là que nous allons essayer de bâtir vraiment un mouvement des radicaux de gauche. Justement, sur l'échiquier politique, comment vous placez-vous? On vous accuse d'être le cheval de Troie des socialistes, et quels seront vos rapports, par exemple, avec le président de la République? Mais nous n'avons pas à être le cheval de Troie du Parti socialiste. Le Parti socialiste, c'est pour nous un allié, un partenaire. Nous devons mener un débat, un dialogue amical avec lui, mais en toute indépendance d'esprit. Je crois que si nous pouvons apporter quelque chose à la gauche, c'est précisément en étant différents des autres partis de gauche. Quant au président de la République, les radicaux ont toujours été des gens de dialogue. La France, d'ailleurs, n'est pas en état de guerre civile. Je crois que la démocratie, c'est le dialogue, la confrontation des idées, mais je souhaite avec le président de la République un dialogue très franc, et en tout cas un dialogue sans compromis et surtout sans compromission. Michel Crépeau, au soir des élections législatives du deuxième tour, votre prédécesseur, M. Robert Favre, s'était déclaré délié par le programme commun, du programme commun. Quelle est votre attitude face au programme commun? Moi, je me sens jamais délié de mes engagements, mais il est évident qu'il y a un moment et un temps pour dire les choses. Je crois que l'échec de la gauche appelait une réflexion, une concertation avec nos amis, et c'était la raison d'être de ce congrès, d'ailleurs, de dresser le bilan de l'échec de la gauche et d'une certaine manière de l'échec du mouvement des radicaux de gauche. Il y a un temps pour faire les choses, mais on ne se sent jamais délié de ses engagements. En politique, au contraire, je crois que l'honneur en politique, c'est de tenir ses engagements vis-à-vis de ses militants et vis-à-vis de ses électeurs. C'est un tout. Seulement, la politique, ça appartient à l'histoire, ça progresse, les choses changent, et je pense qu'à l'égard du programme commun de la gauche, eh bien, il est indispensable d'avoir une réflexion afin de donner à l'Alliance, à l'union de la gauche, un nouveau contenu et probablement de faire un certain nombre de rectifications sur le plan stratégique à l'intérieur de l'Union. Certainement, mais nous avons 5 ans pour cela, ou en tout cas 3 ans d'ici les élections présidentielles. Alors réfléchissons, travaillons, et ne posons pas surtout, toujours et éternellement, le problème politique en termes d'élections. Je crois qu'il y a une rénovation au niveau des idées, au niveau du vocabulaire qu'il convient de faire d'abord. Mais allez-vous faire des propositions au Parti socialiste et au Parti communiste très Nous rapidement? allons d'abord faire des propositions à l'opinion publique. C'est ça qui est important, car c'est pas dans les rangs socialistes, dans les rangs communistes que nous allons chercher nos militants, ni même si possible nos électeurs. Pensons d'abord à être nous-mêmes. J'ai une dernière question. Si le président de la République vous avait demandé s'il fallait intervenir au Zaïre, auriez-vous dit oui ou non? Eh bien, je crois que c'est une question trop complexe pour répondre tout de suite par oui ou par non, qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le problème humanitaire et le problème politique. De la politique française en Afrique, sur le plan humanitaire, si le président de la République m'avait dit les éléments d'information que j'ai démontrent qu'il y a déjà 40 morts, qu'il risque d'y en avoir 400 demain, il est évident qu'on doit porter assistance à des personnes en péril. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Ça, c'est un problème. Et puis, il y a le problème de la politique de la France en Afrique, et là, je crois que je lui aurais des choses probablement très désagréables. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a un autre événement en cette journée de dimanche, c'était la fin de la Convention nationale du Parti républicain. Cela se passait à Fréjus. Hier, M. Jacques Blanc a été élu secrétaire général du PR. Aujourd'hui, M. Raymond Barre s'est adressé aux congressistes. Un discours essentiellement économique où il a été question de l'inflation, de l'emploi et aussi d'une éventuelle relance que rejette d'ailleurs M. Raymond Barre. Philippe Arroir a suivi pour Antenne 2 cette dernière journée. Un nouveau secrétaire général, Jacques Blanc, pour un parti républicain rénové, motivé et qui a défini une nouvelle stratégie. Être sur le terrain,
coller aux réalités quotidiennes, faire connaître les aspirations et les besoins des Français, aussi proposer. Remarquons que cette stratégie n'est pas sans rappeler peut-être celle du RPR. Mais du RPR, il n'en a pas été question ici à Fréjus. L'important pour le Parti républicain est de s'organiser afin d'appuyer l'action et les réformes du chef de l'État. Avec l'UDF, bien entendu, cela a été redit, il n'y a pas concurrence, mais complémentarité. Alors, au Premier ministre présent à Fréjus, le PR a dit en quelque sorte « Nous serons parfois exigeants, mais vous pouvez l'être avec nous ». Et justement, Raymond Barre a insisté pour que les militants républicains expliquent sur le terrain que le redressement économique passe par des phases douloureuses, comme la situation de l'emploi ou l'augmentation récente des tarifs publics, mais indispensables pour l'avenir de la France. Je tiens à dire de la manière la plus nette que le retour à la liberté des prix, ce n'est pas l'autorisation donnée aux chefs d'entreprise de faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, n'importe comment. Ils me donnent à l'heure actuelle de bons conseils. Ils trouvent que cela ne va pas assez vite. Ils trouvent que ce n'est pas fait de façon cohérente. Je les remercie de leurs bons conseils. Mais je vais moi-même leur en donner quelques-uns. Ils peuvent être assurés, comme ils ne cessent d'ailleurs de le dire, que j'observerai avec soin comment ils exercent leurs responsabilités. Car c'est un problème de responsabilité. Et ils peuvent être également sûrs, je n'ai pas l'habitude de revenir sur ce que j'ai dit, qu'ils ne trouveront pas dans des largesses de crédit, qu'ils ne trouveront pas dans des protections plus ou moins discrètes par rapport à la concurrence étrangère, les compensations qu'ils pourraient espérer d'une attitude qui serait laxiste. L'économie de liberté est une économie de responsabilité. Madame Simone Veil a ouvert ce matin l'Assemblée de la Caisse nationale d'assurance maladie et de maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles. Ouf, une caisse que l'on a l'habitude d'appeler, parce que c'est tout de même plus simple, la CANAM. Cette Caisse nationale d'assurance regroupe près de 2 millions d'assurés et elle bénéficie environ à 3 700 000 personnes en France. Le ministre de la Santé a résumé les mesures prises récemment en faveur de cette caisse pour l'aligner sur le régime général des salariés. Et Madame Veil s'est aussi félicitée que le régime de la CANAM ait atteint depuis 2 ans un équilibre de gestion. Voilà pour la politique française. Retour donc maintenant aux affaires africaines. Demain, à Paris, je vous le disais, de nombreux chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver autour du président de la République française, M. Valéry Giscard d'Estaing, pour la 5e conférence au sommet franco-africaine. Une conférence qui se tient à un moment où l'Afrique est à nouveau au centre des préoccupations du monde. L'ordre du jour porte essentiellement sur des questions économiques, mais il ne fait pas de doute que les problèmes de sécurité seront très largement abordés. Déjà, en 1977, lors du précédent sommet africain, tous les chefs d'État présents avaient exprimé leurs préoccupations en soulignant que rien ne pouvait se bâtir en Afrique si la sécurité et la stabilité des États de ce continent n'étaient pas assurées. C'est d'une Afrique en plein désarroi, en pleine convulsion, dont vont parler les participants au sommet franco-africain de Paris. Une Afrique qui, plus que jamais, est l'enjeu d'une lutte d'influence entre grandes puissances, une Afrique devenue le terrain de bataille de prédilection de l'Est et de l'Ouest. L'Est d'abord, où la zone d'influence des pays communistes ne cesse de s'accroître. Tout a commencé un beau jour de 1975, l'Angola devenait indépendante, mais avec des problèmes tels qu'une intervention étrangère était souhaitée par le MPLA. Les Cubains entraient en scène. Car c'est l'Angola qui a servi de tête de pont à la pénétration soviétique en Afrique, c'est ici que tout a commencé. Les forces occidentales étaient en perte de vitesse, le continent africain était à prendre. Fidel Castro s'est alors décidé à faire en Afrique ce qu'il n'avait pas réussi à accomplir en Amérique du Sud. Aujourd'hui, on retrouve les Cubains solidement implantés en Angola bien sûr, mais aussi au Mozambique, en Zambie, en Libye et depuis quelques mois en Éthiopie où, paradoxe de l'histoire, ils jouent à leur tour les oppresseurs en Érythrée. Les influences occidentales ensuite, et en l'occurrence, c'est la France qui est la plus présente en Afrique, essentiellement pour des raisons historiques. La décolonisation achevée, Paris a su garder des liens étroits avec la majorité des pays nouvellement indépendants. Conséquence, c'est le gouvernement français que l'on appelle à l'aide en priorité lorsque quelque chose ne va pas, le dernier exemple en date étant le Zaïre.
Le Zaïre, où les Français sont intervenus cette fois-ci pour sauver la colonie étrangère de Kolwezi. Mais au-delà de cette opération de sauvetage, il faut bien poser le problème politique lié à ce genre d'intervention. Il se trouve en effet que les États-Unis sont depuis quelques années absents du champ de bataille africain. Jimmy Carter est en effet venu au pouvoir pour mettre fin à l'hégémonisme américain. Les Soviétiques, eux, mettent pendant ce temps les bouchées doubles, d'où un déséquilibre, d'où cet engagement de la France qui répond à un double signal, selon Valéry Giscard d'Estaing, un signal de sécurité, un signal de solidarité. D'abord, un signal de sécurité. Je ne veux pas que les États africains, amis de la France, lorsqu'ils sont à l'intérieur de leurs droits et lorsque leur sécurité est menacée, se sentent abandonnés. Ils ne seront pas abandonnés. Quant au signal de solidarité, c'est le fait de montrer la solidarité étroite qui existe entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe ne peut pas se désintéresser de ce qui se produit sur le continent africain, ce serait de sa part la plus coupable des insouciances. Et nous avons voulu à cette occasion donner le signal de la solidarité entre l'Europe et l'Afrique. D'accord, mais il y a un danger, répond l'opposition. À force de multiplier les interventions en Afrique, la France risque de se retrouver transformée à terme en un véritable gendarme de la région. Nous pensons que lorsqu'elle appuie de façon systématique, en détournant de leur sens les accords de coopération, des régimes qui ne font pas face aux problèmes de leur peuple, qui sont des régimes corrompus, discrédités, comme le régime tchadien ou le régime zaïrois, eh bien nous pensons qu'elle se heurte à une impossibilité. Maintenir debout des régimes dont des peuples ne veulent plus. Qu'elle intervienne dans le sens de la paix, qu'elle aide par le développement économique, par l'incitation à la démocratie, les pays africains à trouver leur stabilité, et alors elle jouera un rôle positif et toute subversion de l'intérieur ou de l'extérieur sera impossible. Le rôle de la France en Afrique, la coopération entre pays africains seront donc les thèmes essentiels de ce sommet de Paris. L'an dernier à Dakar, on avait émis l'idée d'une force d'intervention africaine qui pourrait prêter main forte aux pays agressés. Cette année, alors que se déroule l'affaire du Zaïre, on risque bien de remettre la question sur le tapis car, au-delà du dialogue nord-sud, c'est bien la politique des grandes puissances en Afrique et comment y faire face qui seront au centre des entretiens entre Valéry Giscard d'Estaing et ses partenaires africains. Début donc de ce sommet franco-africain demain à Paris. La Lune s'est dépassée, Mars c'est décidément bien loin et puis on s'y est déjà attaqué. Alors pour les spécialistes de l'espace, il reste Vénus, l'étoile du berger. Tout le monde la connaît, mais les Russes et les Américains aimeraient tout de même en savoir un tout petit peu plus long. Dans les mois qui viennent, une bonne dizaine de fusées vont donc essayer de mieux cerner le profil de Vénus. Hier, le premier engin, il est américain, a quitté le sol de la Terre. C'est le résultat d'une collaboration américano-soviétique qui date de 1961. En lançant leur sonde hier, les Américains jouent sur le fait que Vénus se trouve à bonne distance de la Terre, seulement 42 millions de kilomètres. La durée du voyage sera d'environ 7 mois. À l'approche de Vénus commenceront les observations et des petites sondes se détacheront de l'engin central pour aller se poser sur le sol de la planète. Vénus est tout à fait comparable à la Terre par ses dimensions et sa masse, mais elle est recouverte d'une couche de nuages beaucoup plus épaisse. Ces nuages, composés essentiellement de gaz carbonique, provoquent un effet de serre qui engendre une température moyenne au sol de 470 degrés et une pression atmosphérique 100 fois supérieure à celle de la Terre. Ces conditions extrêmement dures limitent la durée de vie des sondes et c'est la raison pour laquelle Russes et Américains en envoient plusieurs en même temps pour recueillir un maximum d'informations avant qu'elles ne puissent plus fonctionner. Le radar a permis de constater la présence de gros volcans, mais l'ensemble de la surface de Vénus est moins accidenté que celle de la Terre. Vénus, la planète du système solaire la plus proche de la Terre, est peut-être aussi la moins connue. C'est peut-être aussi la plus brillante parce que le rayonnement solaire y est 2,5 fois plus intense que sur la Terre. Finalement, c'est à travers les autres planètes du système solaire, ou plutôt de leurs études, que les chercheurs arriveront à comprendre vraiment l'évolution de la Terre et de son atmosphère.
Les sports, je ne reviendrai pas sur les détails de l'actualité sportive de ce week-end. Nos amis de Stade 2 ont fait, je crois, le tour complet de la situation. 2 événements, toutefois, méritent un très court rappel. D'abord, Bordeaux-Paris, c'est la course la plus longue du monde, plus de 600 km sur un vélo. Et aujourd'hui, pour la 5e fois, c'est le Belge Van Springel qui l'a emporté. Van Springel qui détient ainsi désormais, qu'il s'approprie plutôt le record des victoires dans Bordeaux-Paris. Il l'a gagné 5 fois. Il efface Bernard Gauthier qui l'avait emporté à 4 reprises. Et puis, aujourd'hui se courait aussi le Grand Prix de Belgique de Formule 1 sur le circuit de Zolder. Après sa victoire à Monaco, on attendait Patrick Depailler. Sa victoire n'a pas tenu le coup. Depailler a dû s'arrêter, mais un Français a tout de même failli monter sur le podium. Ce Français, c'est Jacques Lafitte, le pilote de la Ligier Gitane. À l'entrée du dernier tour, était en 4e position. Dans le dernier tour, il a voulu faire mieux et terminer 3e. Il est allé un peu trop vite, hélas, il est sorti de la piste et finalement, c'est Mario Andretti qui l'a emporté. Mais regardez ce départ mouvementé. Hunt traverse la piste, heurte Niki Lauda. Hunt et Lauda sont déjà hors de combat. C'est donc Mario Andretti, nous l'avons dit, sur sa Lotus numéro 5 qui remporte ce Grand Prix de Belgique. En compagnie de Villeneuve sur Ferrari, il a creusé l'écart dès le départ et régulièrement. Villeneuve sur incident mécanique va rétrograder, tandis que Ronnie Peterson permet à Lotus de réaliser le doublé. Andretti est en tête, bien entendu, du championnat du monde des conducteurs. C'est cet après-midi se courait dans le Prix du Lac, un handicap sur 2300 mètres à Longchamp. Finalement, c'est Roi de Mai, le 5, qui l'a emporté devant Pyrojoc, le 9. Et après photographie, c'est Il est à nous, le 8, qui est arrivé 3e. 5, 9, 8, vous voyez les rapports sur votre écran. 4 992 francs 50 pour 5 francs et dans un ordre différent, 998 francs 50. Et les chevaux arrivent. Quel temps fera-t-il demain? Du Massif central aux régions méditerranéennes, aux Alpes et au Jura, le ciel sera très nuageux avec des pluies et même parfois quelques orages. De l'Aquitaine aux Pyrénées, temps instable. Et sur le reste du pays, s'il reste quelques régions, on peut s'attendre à de brèves éclaircies en début d'après-midi et hélas à des orages dans le début de la soirée. Les températures, elles, resteront toujours aussi basses. Voilà, cette édition est maintenant terminée à 23 h environ. C'est Hervé Claude qui vous tiendra au courant des derniers développements de l'actualité avec toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.